Nostradamus. Ce soir s'occuper sur Radio Campus avec mon gars ADHX, comment on va? On est tranquille là. Quoi. On est là. Hein Flex. Ça roule, hein. Comme je dis souvent, je gagne tant que je respire. Ouais. En tout cas, on a un invité, un très bon invité, James, The Prophet. Comment on va? Ça va, merci de m'accueillir ici. Pas de soucis, la forme ou quoi? Tranquille? Ça va, ouais, je suis un peu fatigué. J'étais à Nancy hier, à Lyon avant-hier, mais je suis trop content d'être à Lille. Il fait trop beau, c'est le week-end. Il faut. Une première sur Lille? Ouais. Ok. T'as vu un peu la ville et tout ça? Vite fait, je suis arrivé à la gare, j'ai vu la place un peu, la grande place centrale, c'est super beau. Je kiffe, la vibe, elle est pas pareille. Tu sais, ça se voit qu'on est dans le Nord. J'aime bien ce truc, j'ai pas du tout l'habitude. Ok. Non, en tout cas, il y a une bonne vibe dans le Nord. Après, bon, malgré qu'il y a des Covid et tout ça. Mais sinon, ça va, les choses se font dans 5-9. Ouais. Pas loin, il y a la Belgique. Pas trop loin aussi à l'Angleterre. On a 2 heures à Dax. On a 2 heures de l'Angleterre. Ouais. On a 1h30 de la Hollande. Ouais. Donc, Les choses se passent en fait. mine de rien, on est quand même bien situé. Ah, c'est un carrefour européen. Tu vois. T'as même le Luxembourg pas trop loin. Mhm. T'as l'Hollande aussi. Donc, t'as l'Allemagne à moins de 3 heures. Allemagne aussi. Donc, James le Prophète, avant de passer sur ton projet, donc raconte-nous un peu ta genèse. Mère anglophone. Anglaise, ouais. Ma mère est de Londres, mon père est de New York, de Brooklyn. Et, Brooklyn, hein? Ouais, tout est réel, tout est vrai, tu vois. Mais moi, je mens pas, moi je suis né en France, j'ai habité toute ma vie en France, je suis né à Bagnols-sur-Cèze, ouais, dans le Gard. Ok. Et vraiment, genre, la campagne, quoi. Ok. Et je suis arrivé à Paname à l'âge de 13 ans. J'ai commencé, en fait, quand j'étais plus petit, je voulais toujours graffer. Genre, je taguais les bureaux et tout, et genre, je regardais les graphes à Bagnols, mais c'était tout petit comme ville, quoi. Il n'y avait pas de mur et tout. Et je suis arrivé à Paname, direct, je suis allé dans les magasins de graphes et tout, j'ai acheté des bombes et j'ai commencé à taguer. Ok. Et c'est dans les magasins où j'ai entendu mon premier Wu-Tang, mon premier Biggie, premier Nas et tout. Ouais. Et déjà, j'ai capté que le monde du hip-hop, c'est super... c'est lié entre le breakdance, le graphe, la musique et tout. Et puis éventuellement, j'ai transitionné vers le rap. Ok. Peut-être en 2014-2015. Et je commençais en soirée devant mes potes et tout. Et puis j'ai continué, j'ai commencé à me rec. Et je suis arrivé là. Donc, on va dire, t'as vraiment les bases du hip-hop. Donc, t'as commencé par les graffitis. Quand tu taguais les rues, tu courais, les bus, c'était ce genre de truc. Ouais, j'ai arrêté un peu. J'avais fait un ou deux sessions la nuit dans le métro. Ok. Et genre, j'ai capté que c'était trop. Tu vois, c'était trop. Moi, j'étais un mec timide et tout de base. Et puis, il y avait le moment où, tu sais, quand t'as 13 ans, tu te rends pas compte, t'es con. Après, je me suis fait racketter sur la petite ceinture à Paris. Les trucs qui me sont arrivés. Après, j'ai capté que, bon, faut pas faire ça quand t'as 13 ans, t'es tout seul et tout. Ah, à 13 ans. Ouais, moi, j'étais. C'était bizarre, un peu précoce, tu vois, dans des trucs où, nos jours, je pourrais jamais, tu vois. Dingue. Mais quand t'es jeune, tu fais des trucs différents, quoi. Ok. Et c'était quoi ton blaze en tant que... Moi, c'était Rate2, c'était RATE2. Ok. Et ouais, c'était, j'avais des stickers, j'avais du tag, des bombes et tout. Je kiffais ça, je kiffe toujours ça. Ok, c'est un truc... ok. Ouais. Donc tout à l'heure tu me dis oui, bon voilà, t'étais chez les disquaires, écouter du Wu-Tang et tout ça. T'es né, t'as 20 ans. Donc 20 ans, c'est quoi, c'est 99 2000. 2000. Ah, t'es un 2000, hein. Millénium. C'est dingue. T'es un 2000. Ouais, c'est chaud. Ah ouais. T'as vu, un Et 2000. parce que t'es né en 2000, il n'y a pas beaucoup de gens, quand tu me parles de Wu-Tang, ça remonte, hein. Je veux dire, donc on va dire, t'as fait quand même plus ou moins tes recherches et tout ça, ce qui s'est passé auparavant et tout ça. Parce que c'est rare, hein, des personnes qui sont nées dans le 2000, que tu me dises un peu ce genre de référence. Hein. Ils connaissent leurs classiques. Non, moi j'ai vraiment digué, c'est un truc où... de base, j'ai capté que c'est important, c'est les bases du hip-hop en fait, c'est un truc où de nos jours, je pense qu'il faut vraiment apprendre, tu vois, j'ai étudié ce truc comme à l'école, quoi, j'ai tout écouté, enfin, pas tout, il y a tellement de choses à écouter, mais j'ai commencé sur ces bases-là, et puis c'est un truc où je me suis plus accroché, les textes avaient peut-être un peu plus de sens, tu vois, que ce qui se fait aujourd'hui, même si je suis pas dans le jugement total de la musique d'aujourd'hui du tout, tu vois. Mais moi, j'ai clairement accroché sur Outkast, sur Nas, sur Biggie,
sur ces trucs-là. Et puis il y a des artistes de nos jours qui sont super chauds, tu vois. Tout ce qui est Kendrick, tout ce qui est autour de J. Cole, les gars. Enfin, je peux citer 100 mecs, tu vois. Okay. Mais ouais, je suis dans ce truc-là un peu alternatif quand même. Ouais. Ok. Et si tu dois choisir entre le rap old school et la nouvelle génération? Bah moi, la vérité, c'est que la nouvelle génération a dépassé les anciens. Il y a quand même un truc où, enfin, les gars comme Kendrick, tu vois, je dis juste ça parce que tout le monde le connaît, mais genre, il y a 30 ans de rap derrière lui. Même si lui, il a tout juste 30 ans, tu vois, il a dépassé les vieux, les anciens, je pense, honnêtement, en termes de taf, tu vois, mais ouais, faut quand même s'inspirer des trucs old school, quoi, c'est logique. Ok. Donc, à part ça, voilà, t'as fait tes classes, hein, tu faisais tes freestyles à partir de quel âge? T'as commencé vraiment... Je pense que j'ai acheté mon premier micro quand j'avais 15-16 ans, un truc comme ça. Je postais pas au début, j'étais grave timide, c'était le truc, je bloquais, je montrais à personne. Et puis je fais des liens SoundCloud privés, des trucs comme ça. Après, je les ai commencé à les mettre en public. Après, je commençais à réorienter mes réseaux sociaux d'un compte privé vers un compte rap, tu vois, des trucs comme ça. Et ouais, 2017, je pense, je me suis dit, je vais essayer de rapper tout le temps. Mais avant ça, tu faisais des freestyles dans ta chambre, t'écrivais des trucs comme ça? Ouais, moi j'ai... T'as toujours plus ou moins baigné dans ça, entre guillemets? Ouais, j'ai toujours eu ce truc. C'est pour ça que je parle du graphe aussi, parce que j'ai eu ce truc où je suis un peu... j'avais ma phase graphe, tu vois, où ça graphait pendant 1 an, et j'écoutais du rap, mais j'écrivais pas. Puis après, j'ai eu ma phase où j'ai arrêté le graphe, j'écrivais plus des sons. Après, je suis reparti dans les moments... tu vois, ça change un peu. Je dirais maintenant, depuis 5 ans, je suis vraiment dans le rap à fond, c'est mon truc... je suis tombé amoureux de ça, quoi. C'est un truc, c'est une passion. Ok. Donc là, on part sur ton deuxième projet. Ouais. Donc le premier projet était sorti en 2020, si je dis pas de bêtises. Et comment tu vois ton évolution entre ton premier projet et le dernier qui vient de sortir? Bah, en termes de texte et tout, j'ai grandi, ça c'est un truc, mais déjà musicalement, vraiment les prods, moi je suis pas producteur de base, j'ai pas les bases musicales pour faire ça, mais j'ai fait appel à des gars où tu vois que, enfin ça s'entend que le niveau musical a augmenté entre les deux projets. Et sur mon premier projet, il y avait un peu de type beat, il y avait des trucs, des prods qu'on a achetés de YouTube et tout. Mais musicalement, c'est pas pareil que cet album qu'on a tout fait à partir de zéro. En termes de texte et tout, je me suis amélioré un petit peu, j'essaie de mieux utiliser ma voix, je chante un peu, il y a de l'autotune, il y a du chant sans autotune, j'essaie aussi de ralentir le flow. On fait souvent... tu sais, j'avais fait un Planet Rap en 2018 où je rappais super vite. En fait, j'étais stressé, genre je savais pas quoi faire. Et les gens, ils ont dit ouais, c'est Eminem. Ou c'est ouais. Et en fait, moi, c'est plus comme je disais, les gars old school et de nos jours, genre Griselda, West Side Gun, les gars qui kickent vraiment lentement en fait. Moi, je suis dans ces trucs à 80 BPM. Donc en gros. Quand on me dit je rappe trop vite, non, tu vois. Donc en gros, en fait, t'étais stressé le jour mais sur la session freestyle Skyrock, en fait. Tu débutais. Ah oui, c'est ça, j'avais pas... Je réfléchissais à ce que je peux faire. On a senti. Moi, j'ai vu les images, tu vois, même, il y avait beaucoup de monde dans le studio. On sentait que t'as pris le casque, à un moment donné, t'enlèves le casque, tu veux le donner à quelqu'un d'autre, tu vois, après tu le reprends. Donc on sentait quand même qu'il y avait un peu de tension. Est-ce que tu te rends compte d'un truc? Il vient de raconter qu'il a commencé sa légende sur un accident. C'est dingue. C'est ouf, hein? C'est ouf. Non, mais moi, c'était vraiment la première fois que j'apparaissais en média, première radio, premier tout, tu vois, donc j'étais pas prêt. Et c'était un truc où, heureusement que je me suis pas foiré, quoi, j'aurais pu, grave, tu vois, mais ouais, j'ai fait ce truc rapide. C'est de là d'où est venu le nom de Prophète ou pas? Parce qu'au final, tu vois ce que je veux dire. T'es là, t'es arrivé à ce moment-là, tu dis que t'étais pas prêt, mais en fait ça a pris, tu vois. Bah moi j'avais déjà le nom de James the Prophet, mais j'aime bien cette idée, tu vois, où tu peux associer plein de trucs qui me sont arrivés à l'idée de la prophétie, tu vois. Enfin, c'est pas sérieux, c'est pas un truc pour se prendre trop au sérieux, je suis pas Dieu ou quoi que ce soit. C'est non plus pour vexer les musulmans, parce que parfois il y a l'idée du prophète, c'est vraiment pas au sérieux dans ce sens-là, mais j'aime bien l'idée de... Tu sais, des petits événements marquants où tu te dis, en fait, c'était le destin. J'aime bien l'idée où, de base, mes textes étaient tellement denses, j'avais tellement de choses à dire, c'est comme si je devais passer un message. Et puis, surtout, j'aime bien l'idée de James the Prophet. C'est pas comme... aux États-Unis, il y a des rappeurs qui sont King James, un truc comme ça. Ça, faut assumer, tu vois, faut avoir le background derrière, tu vois. Mais Prophète, ça met la barre haute, c'est-à-dire que je peux pas faire n'importe quoi. Mais c'est pas non plus en mode je me prends pour un dieu ou quoi que ce soit, tu vois, c'est juste, c'est un jeu.
Même si quand on retrace l'histoire, finalement, il y a des éléments biographiques dans ton parcours. Moi, j'ai lu que ton père était en classe avec Adam Yauch des Beastie Boys. Ils étaient à Brooklyn ensemble dans les années 60. Là. Tu vois, donc on voit bien qu'il y a quand même s'il y a des prophéties, entre guillemets, et je pense que les rencontres aussi dans ton parcours, elles ont été déterminantes aussi pour te donner cette impulsion, parce que tu as été plutôt bien entouré, je vois. J'ai vu aussi, tu as échangé avec Ali, enfin, des gens, si tu veux, qui sont dans le milieu. Et c'est un peu des gens qui sont reconnus, et même la manière dont ça s'est fait avec, tu nous en parleras peut-être, avec Rupture aussi, et je pense au créateur Alexandre Sapp aussi, qui a une grosse expérience d'entrepreneur international. Donc il y a vraiment tous les éléments qui sont mis à disposition pour que tu puisses aussi te saisir de tout ça et faire quelque chose de lourd, quoi, en fait. Ouais, de ouf, et puis je suis dans un truc particulier où il n'y a pas beaucoup de gars avec mon profil qui rappent en anglais en France. De base, c'est un handicap de ouf, en fait. Et comme tu parlais de Rupture de Alex, le patron, qui a habité pendant plus de 10 ans aux États-Unis, ça a apporté ce truc où lui, il a vu quelque chose en moi, sur le label indé aussi, tu vois, où il n'y a pas enfin, on fait ce qu'on veut, en gros. Il a vu ce truc-là et ça a donné envie. Pareil pour mon manager, je l'ai rencontré, en fait, c'est le père d'un camarade de classe. Et ils ont vu ce truc en moi, ils ont eu envie de tenter la chance, et c'est que du plaisir, que du kiff. Mais dans un label tradi rap français ou dans une major, tu vois, j'aurais pas eu les mêmes occasions, j'aurais pas eu le même soutien et aussi la même liberté. Parce qu'au final, je fais pas... Tu vois, il y a tous ces trucs où j'ai eu beaucoup de chance, il y a beaucoup de gens qui me donnent la force, mais la musique que je fais, c'est pas tube sur tube, c'est pas single, c'est pas des trucs de club, quoi, non plus. Donc il y a tout ce truc un peu assez unique, quoi, autour de mon environnement. Et c'est les rencontres. C'est ça, j'ai appris à dire oui, j'ai appris à sortir de ma zone de confort et à rencontrer des gens, quoi. Et ça marche archi bien. Non, mais c'est clair. Mais tu t'attendais à ce que ça aille aussi vite? Parce qu'en termes de couverture médiatique, il y a eu un bon boulot. Tu disais justement des attachés de presse. Je pense à Quotidien, C'est à vous. Tu as eu quand même récemment là aussi Basique où tu as pu justement faire des lives. Tu t'attendais à ça, que ça prenne aussi rapidement? Pas du tout. Moi, je pensais que c'était le contraire. Tu vois, parce que moi, quand je décris ma musique à des gars, je dis c'est old school. En France, c'est niche de base. Tu vois, c'est pas un truc accessible. Et puis, tu vois que les médias, ils ont kiffé mon profil, ils ont kiffé un peu ce que je fais. Et c'est drôle, mais c'est totalement paradoxal. En fait, dans ma tête, moi, je me suis dit, attends, je suis mec, limite, je vais être underground, quoi. Dans 10 ans, je vais continuer de rapper, je vais jamais faire une télé ou quoi que ce soit. Et en fait, ils ont kiffé. C'est parce que je m'exprime bien, c'est parce que je suis blanc, faut pas se mentir, il y a ce truc-là d'image et tout. C'est parce que je suis américain, j'ai ce truc intéressant, mais je m'y attendais pas du tout. Il y a 3 ans... je voulais, juste quand je me lançais dans le rap, l'idée déjà d'avoir un label, d'avoir une équipe qui m'entoure, d'avoir de la force et que les gens kiffent, c'est surréel, c'est pas... Oh, c'est ça. Hein. ADH, donc qu'est-ce que tu as pensé un peu du projet de James, The Prophet, du dernier album? Franchement, c'est un bon projet, tu vois. C'est un bon projet. Mais je te dis, en fait, il l'a dit en fait en expliquant plus ou moins son parcours, tu vois. Je suis pas certain en vérité que ça soit un projet qui puisse, interpeller les auditeurs lambda ou bien, tu vois, tout, originaux, tu vois, tout, en fait, de la scène française, tu vois. Il y a beaucoup trop de particularités, tu vois. Et en fait, c'est marrant que tu l'aies dit juste avant en disant que toi, en fait, t'as fait le truc sans penser en vérité que t'allais arriver aussi vite, en fait, à ce truc-là, tu vois. Parce que, tu vois, tu as des caractéristiques qui font qu'en France, normalement, on n'aurait pas dû te booster comme ça. Après, tu as vu, tu portes un nom qui a du poids et qui te permet en fait d'ouvrir des portes, tu vois. Je pense que c'est pour ça que tu es là, quoi, tu vois. Et après, tu vois, le truc qui se passe et le truc qu'on comprend et tout, c'est que malgré le fait en vérité que James en fait soit français, tu vois, en fait, il n'est pas que français, tu vois. Et je comprends en fait cette singularité en fait que tu es utilisé en fait l'anglais. Et je pense que, tu vois, pour toi, c'était peut-être un cheminement normal, tu vois, ou bien peut-être logique, mais je pense pas que c'était le plus simple. Ah, du tout. Parce que, tu vois, bien sûr, en étant en France, tu vois, c'est un handicap de pouvoir rapper en anglais, mais aller sur le marché US ou anglais en disant en vérité, moi, en fait, je suis d'Europe, tu vois, faut vraiment que tu puisses leur apporter quelque chose que eux n'ont pas, tu vois. Ça, c'est très très compliqué. De ouf. Après, c'est pour ça, jusqu'à présent, tu vois, les choses se passent super bien, tu vois. Moi, j'aime ce que tu développes, tu vois. Comme on se disait tout à l'heure, tu vois, on a pris le temps d'écouter les projets, de regarder les clips et tout. Franchement, et tout, quand tu regardes et tout, rien que l'imagerie, le truc et tout, tu vois, c'est tout ce qu'on aime, en fait. À partir du moment, en fait, où tu es là, tu as un artiste
tu vois. On parle d'artiste, tu vois. T'as ton univers et t'es capable en fait de le retranscrire aussi bien en fait en image que tu connais tout au niveau de la musique et tout. Pour moi, lorsque tu bosses, il n'y a pas moyen que ça fonctionne pas, tu vois. Bah, ça me touche, merci vraiment. Là, en tout cas, je te dis, vas-y, t'es sur la bonne voie. Bah, c'est gentil. Mais c'est vrai que là, il y a ce truc où ça s'est accéléré de ouf, ça a bien marché. Je pense que le chemin, il va être long, tu vois. Là, quand on commence à taffer aux États-Unis, 50 États, 300 millions de personnes, combien de milliers de sons qui sortent tous les jours de rap, tu vois, et il y a la compète. Et en plus, aux États-Unis, ils sont dans ce truc où c'est charbonné à mort, quoi. Encore plus qu'en France, c'est que du travail. Mais je peux pas te dire le nombre de fois où on m'a dit, dès que j'ai eu le contrat avec Rupture et tout, qu'on me pousse, et ils m'ont dit rap en français, Sony, rap en français, rap en français. Tout le monde, c'est le seul. Ouais, tout le monde m'a demandé tout le temps. Ils m'ont dit, mais c'est dur avec les quotas radio, c'est les trucs. Exactement. Par exemple, le son avec Rimi, il est 2 fois sur mon album. Il y a un radio mix où on a dû enlever mon premier couplet. Pour que ce soit plus de 51% français, parce que sinon j'ai 0 chance de passer à la radio, j'ai 0 chance d'être playlisté en rap français, tu vois. Et en fait c'est dur au final, on est vraiment à contre-courant quoi, mais c'est les moments comme ça où genre ça touche vous individuellement, tu vois, et vous partagez ça avec moi, ça me met en confiance et puis aux États-Unis je me sens vraiment américain, tu vois, j'ai vraiment le passeport américain et c'est un truc où je pense que ça va passer, je vais pas trop être la bête de foire européenne aux États-Unis non plus, tu vois. J'essaie de faire ce truc bien. Ok. Flex, le projet. Ouais, le projet. Moi, j'ai apprécié le projet. Et comme tu le disais précédemment, il y a eu vraiment une évolution entre Summer Archives et Unimaginable Storms. Il y a vraiment une évolution. Et justement, tu t'en parlais. Moi, je voudrais avoir des précisions sur la manière dont tu as travaillé. Parce que ceux qui ont fait les prods, on a vu que c'était quand même des pointures. Moi, je pense à Richie Beats aussi, qui a notamment fait le son, voilà, Tony Sosa ou bien 7 sur 7 avec Koba Freeze. Il y a Augustin Charnet aussi qui est dessus. On a Lénard Vink aussi, qui, justement en Hollande, qui est venu en Belgique, je pense, en ce moment, qui est certifié plusieurs fois platine, etc. Donc, comment ça s'est fait cette connexion-là pour aller passer de ce niveau-là, aller chercher des producteurs qui ont cette aura-là et qui ont déjà travaillé avec des artistes, et j'en oublie encore, il y en a d'autres qui ont travaillé avec SCH, avec Big Flo Oli. Comment t'as pu... Comment ça s'est fait, si tu veux, ce transfert entre je travaille de Summer Archive avec des personnes et puis je passe à une autre étape, à un autre niveau? C'est un truc où c'est plein d'opportunités, tu vois. En vrai, vaut mieux y aller genre cas par cas, tu vois. De base, moi, j'ai mon premier single sorti, produit par Vladimir Cauchemar. Le mec avec la tête de mort et tout. Lui, ça, c'est déjà 100% coup de chance. Il me croise sur Insta, il m'envoie un DM. Il bosse avec Orelsan, lui. Et même la semaine dernière, là, il a sorti un son avec Laylo, avec lui, il est partout en ce moment. Et bref, lui, il me kiffe. Il me présente Lénard Vink, le néerlandais qui était pianiste de Romain Elvis, qui est toujours en live, tu vois. Et donc à partir de là, nous on vibe de ouf parce qu'on a les mêmes trucs déjà anglophones, les mêmes influences et tout. Et puis par exemple Augustin Charnet, le mec qui a aussi produit sur mon album, c'était le pianiste à Taratata. C'était lui qui m'avait découvert sur Insta, qui a dit à Kali écoute et invite-le, qui vienne rapper avec nous. Maintenant c'est mon producteur, c'est mon pianiste à moi. Pareil pour le batteur de Taratata, c'est devenu mon batteur, tu vois, parce que j'ai kiffé. C'est des connexions, tu vois, mais au final, j'ai pas rencontré 50 000 personnes. J'ai eu de la chatte avec les gars que j'ai rencontrés qui étaient bons, tu vois. Terriblement, t'as rencontré les bonnes personnes. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, dans ton parcours, on a l'impression que voilà, on parle de prophétie, que tout a été fait pour rencontrer les bonnes personnes au bon moment. De ouf. Quand j'ai regardé les prods sur le projet, et venant de ton horizon et de ton expérience, tu te dis quand même, c'est une chance extraordinaire de pouvoir travailler avec des gens qui ont cette qualité-là, tu vois. Donc forcément, ça booste et ça donne le produit qui est plutôt bon. Moi, j'ai apprécié parce qu'il y a beaucoup d'alternatives et tu l'as dit, on t'a découvert avec un son avec When You Were Spitting Fire, tu vois, vraiment à Skyrock. Et là, si tu veux, tu arrives à alterner le chant, je pense à Up and Down, tu vois, dès le commencement où voilà, on est sur du chant, on est sur des formats qui sont différents. C'est alternatif et c'est bon parce que, comme le dit Adax, tu vois, normalement, c'est vrai que ce format-là, c'est pas des formats qui prennent. On est sur des niches, tu vois. Nous, on a fait des interviews de rappeurs de niche. Tu parlais d'Elo, typiquement, on l'a rencontré précédemment avant que ça pète. Et on sait que ça prend du temps, tu vois. Tout ça pour que le public puisse déjà s'approprier le truc et puis le digérer et puis après apprécier, tu vois. On sait qu'il y a toutes ces étapes. Et c'est vrai que toi, tu es passé à cette étape-là et tout d'un coup, il y a eu un boom. Après, il faut voir la suite. Mais en tout cas, moi, j'ai apprécié beaucoup la qualité du projet.
le flow, les lyrics, et on sent les influences. Hein. Tu parlais d'Outkast, moi je sens bien André 3000, on sent bien. Voilà, j'ai écouté Smino, Black Swan récemment aussi, c'est extrêmement lourd. Tu vois, moi ça m'a retourné, tu vois, je veux dire. Et c'est là où on voit vraiment que, ouais, tu te mets vraiment dans cette vibe-là et ça donne un résultat qui est plus que positif. Donc, ouais, moi j'attends de voir aussi la suite. Mais bravo pour ça, parce que vraiment excellent sur le projet. Merci. Vraiment, c'est beau. Merci, ça fait vraiment plaisir. Merci, hein. Mais comment tu vois un peu les States quel regard est-ce que tu as aux États-Unis? Bah, c'est un peu... Ça, c'est vraiment bizarre pour moi, parce que je suis né en France, mais genre, j'ai pas les repères culturels des Français, tu vois. Je suis un peu en mode fils d'immigré, quoi, dans le sens où j'ai pas... On n'écoute pas de musique française, j'ai pas la télé française, j'ai pas les trucs... je regarde pas de films français. Je regarde pas de, tu vois, ces trucs-là. Ah oui, donc à la maison, ça parle anglais. Donc à la maison, ça parle que anglais avec toute ma famille. Ça lit des journaux anglais, ça a la télé anglaise et tout. Et donc déjà de base, tu vois, je me sens pas... Enfin, je kiffe la France. J'adore. Déjà, c'est un des meilleurs pays au monde. On est trop bien ici. Mais je me sens pas à 100% à la maison, tu vois. Enfin, il y a un truc où... Mais les États-Unis non plus, parce que les États-Unis, c'est encore pire. C'est chelou. Je me sentirais jamais à la maison aux États-Unis. Tu le dis en plus dans le morceau avec Kalash, tu vois, tu le dis clairement, tu vois. Et donc, je suis un peu entre les deux. Je me dis que limite la France ou l'Angleterre, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que j'aime bien cette vibe un peu européenne, tu vois, où les gens, ils sont... Enfin, c'est plus normal, en fait. Aux États-Unis, c'est pas normal ce qui se passe, tu vois. Mais au final, je suis entre les trois et je suis... Ouais, c'est assez unique, mais je suis vraiment juste entre les trois, tu vois. Mais c'est dingue, tu vois. Moi, c'est justement quand tu dis la phrase dans Open Zone, I don't know where I'm from, tu vois, tu dis ça. Et même, tu parles d'Ellis Island, tu vois, juste dans l'autre son. Donc, tu vois, on voit qu'il y a toutes ces origines-là. Et tu as parlé de l'Italie, Novel Island, aussi sur ta famille. Et ouais, donc, j'ai l'impression que tu es plus un citoyen du monde qu'une personne qui va revendiquer un drapeau. Parce que tu as eu quand même des critiques aussi plutôt assez percutantes sur le système américain et sur les États-Unis, quoi. Dans le morceau GOP, tu vois, Great Old Party, tu vois, on est sur une description aussi des choses autour du parti républicain. Donc on sent bien que t'as pris quand même le parti d'avoir un rap aussi revendicatif. Depuis le début, tu avais cette idée-là de vouloir délivrer un message et de faire du rap un peu conscient, ce qu'on dit aussi, ce qui revient. Ouais, j'avais ça m'intéresse, tu vois, j'ai pas envie d'être dans le truc rap conscient à 100%, parce qu'en fait, au final, c'est chiant, genre, on peut tous être d'accord, t'écoutes un album entier où le gars, sur 15 sons, il va t'apprendre que des trucs, tu vois, c'est pas te donner des leçons. Déjà, G.O.P., tu vois, j'avais vraiment envie d'en parler, parce que le fait que je sois américain en Europe, je suis based, tu vois, l'Europe, c'est genre, ça nous canalise, ça nous garde, genre, c'est normal, comparé aux États-Unis. Après, je vois ce qui se passe là-bas, et genre, j'avais besoin d'en parler, mais... De base, moi, enfin, la politique, ça me dégoûte un peu, mais ça m'intéresse d'un autre côté. En vrai, j'allais faire des études de sciences politiques. C'est un truc où je suis vraiment curieux là-dessus, en fait, sur comment marche la société, comment marche la politique et tout, même si ça me dégoûte. Et donc, moi, je parle des trucs dont j'ai envie de parler, tu vois. Je peux pas parler de tout, mais si je peux déjà parler du Parti républicain, parler un peu des Ouïghours, parler un peu de trucs comme ça, tu vois. Je peux pas apprendre de tous les sujets au monde, mais parler des trucs qui me touchent. On sent qu'il y a une authenticité, c'est-à-dire que tu abordes des sujets qui te concernent sans pour autant te dire ça je le reste, ça je le dis pas. Tu vois, et on sent cette authenticité, tu vois, et c'est déjà beaucoup, quoi, je trouve quand même. Au-delà du fait qu'il y a d'autres thématiques. Bien sûr. Dans l'album, il y a plein de choses aussi, tu vois. Mais moi ça m'a fait penser à un morceau, je crois comme Saved Me, où j'avais l'impression, ça m'a rappelé un peu Kanye West quand il dit What's your addiction? Is it money, drugs, girls? Tu vois, t'as un peu un truc comme ça, power and money, money and power. Tu vois, et c'est vrai que on sent qu'il y a quand même de l'influence, il y a une réflexion. Il y a aussi un questionnement profond sur la société. À un moment donné, tu dis 40 hours, 40 years, tu vois, genre travailler 40 ans, 40 heures par semaine, tout ça, qu'il y a des gens qui ont trois jobs, tu vois, qui travaillent sur 3 jobs et que c'est triste, tu vois. Donc, tu vois, tu décris aussi une société. Moi, la question que je voulais te poser, c'était ça. Comment tu vois, toi, si tu veux, la suite de ton parcours? Tu te vois dans la musique, tu te vois travailler, tu te vois dans un emploi salarié. Comment tu te vois, comment tu te projettes? Moi, pour le moment, là, je suis dans la musique. Je vais pas continuer mes études tout de suite. De base, je suis assez serein, tu vois, parce que je suis passionné par plein de trucs. En fait, mon autre option, c'est je kiffe les avions, j'ai envie d'être pilote de ligne. Ça, c'est mon autre truc, tu vois. Et je fais du graphe et genre j'ai le truc artistique, musical et tout. Et je me dis qu'en fait, l'expérience que je suis en train de vivre là maintenant, même si, on en connaît des carrières qui vont, peut-être que je serai pas multimillionnaire et tout de la musique, mais peut-être que je pourrais devenir manager ou peut-être commencer mon label, un truc comme ça, parce que j'ai quand même une lucidité sur ce qui se passe. Tu vois, j'ai vécu pas mal de trucs à un jeune âge, mais dans l'avenir, je pense
l'objectif serait quand même de s'exporter aux US, tu vois. Je suis dans une niche en France où j'ai pas envie de rester le gars qui... Enfin, je suis limité en France, tu vois. Ça veut pas dire que je déménagerai, que je quitterai la France, tu vois, dans ce sens-là. Exporter là-bas, et puis sinon... en parallèle, dès que je me fais de l'argent, je vais passer ma licence de pilote. Hein. Ça, c'est un vrai truc. Donc, dans l'avenir, je sais pas où je serai, mais pour le moment, je profite. Et c'est ça, t'apprécies. C'est un truc. Step by step. C'est pas facile de faire. Moi, je suis le mec anxieux qui veut tout contrôler, je veux tout planifier, tu vois. Exact. Mais j'ai appris à lâcher, tu vois, pour avoir le meilleur des choses. Faut juste dire, je suis là maintenant. En plus, avec le Covid et tout, on sait jamais ce qui va se passer et tout. Donc, je vis le moment, je kiffe, et puis on verra ce qui se passe la semaine pro, quoi. D'accord, Non, mais c'est dingue, hein, parce qu'il y a quand même une grande maturité. Quand on parle avec toi, on a l'impression de parler avec quelqu'un qui est beaucoup plus âgé. Moi, ça me tue quand tu me dis je suis né en 2000. Tu vois, t'imagines, nous, on a vu la Coupe du Monde. En fait, je vais t'expliquer un truc. Il a dit un truc sur lequel, en fait, qui tourne dans ma tête depuis tout à l'heure. En fait, c'est rien que quand il a fait la description en vérité de qui il est, tu vois. Il a dit, en fait, je suis en France. Ça fait peut-être rire et tout, mais en fait, je me sens pas français, tu vois. Le fait en vérité d'être en France, de ne pas parler français chez toi, de ne pas regarder, tu vois ce que je veux dire, ça veut dire que il a une vision en fait du monde qui ne peut pas être comme les jeunes en fait qui sont ici, tu vois. Totalement. Il peut pas avoir la même vision. C'est pour ça que tu sens une certaine maturité, parce qu'en fait il regarde d'autres choses. Oui. Et mon gars, mais tu vois, comment ça revient à ce qu'on disait, forcément. Tu vois, donc ce que tu prends et ça a un impact forcément sur la personne que tu deviens et que tu es, quoi, finalement. Non, mais c'est... C'est ouf. Merci, ça fait plaisir. Non, c'est ça. Mais dis-moi, j'avais un truc aussi à aborder avec toi. C'est pourquoi les grands médias, quand il y a un artiste blanc qui arrive dans le game, on dit tout de suite, c'est le nouveau Eminem. On a fait ça avec Vald. Vald, il y a eu qui encore? Il y a eu Nekfeu. Même Orelsan, hein. Orelsan aussi. Même Orelsan, il y a eu. Mais non, ça t'arrive au stade. J'ai vu aussi un article et tout ça, c'est le futur Eminem. Donc, d'après toi, c'est dû à quoi? C'est que, de un, ils connaissent pas la culture, ou bien de deux, ou bien c'est que c'est rare de... Ils sont pas trop, comment dirais-je, eux ils sont choqués quand il y a un artiste blanc qui arrive dans le game et qui rappe et tout ça. Il y a un truc déjà où, tu vois, j'aurais pu mieux gérer mon premier freestyle, vraiment, quand je parlais, je pas être rap, tu vois. Je fais ça et les gars, ils s'attendent à ce que je sois dans ce truc de rap blanc. Il y a beaucoup de rappeurs blancs aux États-Unis qui font juste ça, qui débitent et perso, je kiffe pas du tout, en fait, tu vois. Moi, j'écoute pas de Eminem, c'est pas un mec qui m'a inspiré du tout, en fait. Genre, je connais rien de Eminem, tu vois. Mais il y a un truc où, de base, ça dépend qui. Mais en fait, j'ai longuement réfléchi. Et ma réflexion à la fin, c'était que, genre, t'es dans un média, t'es un journaliste et tout. T'interviews un rappeur, mais tu connais pas de rap. Bien sûr. Pourquoi me comparer à Eminem si tu connais un rappeur blanc et c'est Eminem? Dans ce cas-là, tu fais une comparaison. Donc, t'insinues, tu veux dire que tu sais quelque chose sur le rap. Tu dis rien. Dis le nouveau rappeur blanc ou le nouveau rappeur blanc. Un truc comme ça. Moi, je me sens plus comme Mac Miller déjà que Eminem, tu vois, dans un truc où dans le respect de la culture, dans les influences et tout. Mais nouveau Eminem partout, il dit ça tout le temps et c'est un truc, c'est chaud, il passe pour des cons, hein, mais c'est peut-être pour ça que les médias, c'est pour ça que je regarde pas de télé française. Tu vois, ça pose question sur le traitement médiatique, si tu veux, du rap et des influences. Et tu l'as dit, c'est-à-dire que tu connais pas le rap. Si systématiquement, à chaque fois que tu vois quelqu'un qui rappe, qui débite, qui est blanc, tu l'associes à Eminem, c'est que ta culture, elle est peut-être pas assez fournie pour pouvoir avoir une autre perspective. C'est ça. Adax, qu'est-ce que t'en penses? En fait, il a répondu en fait à la question, tu vois. Mais la vérité qu'il y a, c'est que si en fait on sort le blast d'Eminem et tout, c'est parce que il y a un moment donné où ce mec-là, en fait, il a été une référence, tu vois. Ça veut dire que qu'on aime ou qu'on n'aime pas et tout, Eminem, ça a été un game changer. De ouf. Surtout en fait lorsque tu sais en vérité d'où vient le hip-hop, d'où vient le rap, tu vois. Nous en fait ici en fait, il y a beaucoup de trucs en fait qu'ils comprennent pas parce qu'ils n'ont pas cette sensibilité-là. Le rap et le hip-hop, c'est issu de la culture noire. C'est indissociable de la culture. C'est vraiment un vrai truc de culture. Aux États-Unis, la musique fait vraiment partie de la culture. C'est un truc qui est super important, tu vois. Et le fait en vérité, qui est justement en vérité cet artiste blanc, tu vois, qui surperforme dans une culture noire, et en plus de ça, qui soit validé par les grands pontes, en fait, justement, et tout, de cette culture noire, tu vois, indéniablement et tout, c'est normal que son nom reste, tu vois.
il y a eu des rappeurs blancs avant lui, tu vois. Il y a eu les Beastie Boys, il y a eu plein de trucs, tu vois. Il y a eu plein de trucs. Mais tu vois, il y a beaucoup de ces artistes-là et tout qui ne mettaient pas les gens d'accord. On peut dire ce qu'on veut, Eminem et tout, tu vois, il est ce qu'il est, tu vois. Mais Eminem, il a mis les gens d'accord. Ça veut dire qu'il y a un moment donné où, surtout lorsque tu sais, dans un pays où on parle beaucoup de communauté et de race, les gens ne le voyaient plus comme un blanc. Ils le voyaient comme un artiste plus talentueux que ceux qui étaient là sur place, tu vois. Et je pense que vu qu'il a fait ce travail-là aux États-Unis, lorsque c'est sorti de là, en fait, pour les gens qui ne connaissent pas cette culture, c'est devenu en fait une référence tout simplement, tu vois. Je ne pense pas, tu vois, que ça soit réellement, comment dire, malveillant, mal intentionné. Je pense juste que, tu vois, c'est de l'inculture. Mais c'est ça, c'est ce que je te disais. C'est de l'inculture, mais vu que, tu vois, en fait, c'est de choc. Ah bah voilà, c'est ça, tu vois. C'est la référence. Exactement, tu vois. Comme qui regarde la télé, tu vois. C'est un truc, c'est une autre génération. C'est des gars qui connaissent Eminem, mais ils connaissent pas Mac Miller, ou ils connaissent pas je sais pas qui, tu vois. Exactement. Moi, je pense que c'est juste ça, tu vois. C'est vraiment ça. Ok. Flex. Ouais, non, mais si, de toute façon, là, on a répondu à ces questions-là, mais c'est vrai qu'il y a d'autres choses. Hein. Si tu veux, aux États-Unis maintenant, il y a Eminem, ça reste la référence, mais aujourd'hui, t'as plein de rappeurs. Tu vois, je pense à celui qui a, tu vois, j'ai plus le nom, qui a les tatouages. MGK ? Non, le dernier qui fait tous les sons avec. Il a fait des feats avec. Et tu vois, son nom, il m'échappe alors que. Laisse tomber, quoi. Il est bon ou il est pas bon ? En ce moment, il est bon. Non, mais il est bon. Non, parce qu'il y a tous les Lizan et tout, les gars. Pendant plusieurs semaines aux États-Unis. Putain, c'est fou, son nom, je l'ai oublié. Mais si, avec Tato, il a fait des sons. Ces sons, ils ont tout cartonné partout, quoi. Un rappeur blanc dernier avec plein de tatouages. Ah ouais, Jack Harlow. Non, il y en a. Non, pas Jack Harlow. Non, je vois qui tu parles, mais je sais pas. Non, mais ADH, tu connais, c'est pas possible. Mais non, mais Akamos. Tu vois, je l'ai plus sur le nom, mais ça reviendra, c'est pas grave, ça reviendra. Mais non, mais il a été numéro 1 partout, tu vois. Et voilà, il y a une autre tendance, il y a des choses qui se développent autour de ça. Post Malone, tu vois. Ouf, mais tu vois, mais c'est ça, Wallahi. Il fallait me dire White Iverson. Dis-moi White Iverson. Non, mais Post Malone, en termes de chiffres, ce qu'il a créé aux États-Unis, c'est incroyable. Mais moi, en termes de vente, Post Malone, c'est crazy. C'est gueudin, même ce qu'il a apporté, c'est gueudin. Même ce qu'il a apporté, c'est gueudin. Donc tu vois, c'est pour ça que je dis qu'il y a quand même, il y a Eminem qui a fait une entrée fracassante, mais il y a aussi toute une génération aussi qui arrive et qui fait les choses aussi directement. Et là, il y a des collabs et on n'est plus sur des histoires de couleurs, on est sur de la musique, tu vois. Donc c'est vrai qu'il y a... Mais bon, en France, tu vois, on est toujours un peu au ralenti, on est toujours un peu en décalage. Donc l'air de rien. Pourtant, on essaie de moins parler de communauté, mais au final, ça reste, tu vois. Ouais, non, bien sûr. Au final, ça reste, tu vois. Non, c'est ça. Hein. Mais il y a aussi une autre question, c'est que... Est-ce que, on va dire, ce que tu fais, un rappeur français qui rappe en anglais, peut marcher vraiment au niveau international? Parce que le but, c'est ce que tu vises. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, moi, donc, comment tu vois les choses par rapport à ça? Moi, je vois que... Enfin, en toute humilité, j'ai 3 passeports, tu vois. J'ai le passeport anglais, j'ai le passeport américain. Donc, moi, je vais aller aux États-Unis la semaine prochaine, je peux y aller. Même avec le Covid et tout, tu vois. Ah ouais, et quand je vais aux États-Unis, jamais de ma vie, on va me dire t'as un accent français ou on va me dire toi t'es français, tu vois. C'est un truc où même j'ai rencontré des gars, des rappeurs américains à Paris et tout, un petit peu, et genre ils savaient pas, tu vois. Ils se sont dit faut que j'explique d'où je viens pour qu'ils captent. Et donc, moi, je me dis que il y a des barrières, tu vois, un peu plus culturelles, en mode j'ai grandi en Europe, donc peut-être que je serais un peu plus sobre, un peu différent dans ma façon de me comporter vis-à-vis des Américains. Je parle pas de UK, parce que pour moi, UK, c'est européen, c'est vraiment, on est dans le même truc, tu vois. C'est beaucoup plus facile de s'entendre avec un Anglais qu'avec un Américain, quoi. Mais je pense que... Enfin, après, ça reste à voir, mais je pense que ça va pas être si dur que ça de m'intégrer, tu vois, en tant que mec, parce que je suis... Enfin, j'ai ce truc-là où, de base, je suis intéressé par ces cultures, je suis entre les 3 cultures. Et pour m'intégrer en France, j'ai dû étudier la culture française, tu vois, et m'adapter à mes potes. Pour m'intégrer avec ma famille à Brooklyn, j'ai dû étudier un peu et changer, tu vois, ma façon d'être. Et je pense que quand je serai aux États-Unis, je peux rentrer dans le moule assez facilement, tu vois. Donc, c'est pas... Moi, je m'inquiète pas sur ça. D'accord, ouais. Mais justement, moi, la question que je me dis, c'est que t'as pas passé tant de temps que ça aux États-Unis, hein. Tu le dis dans tes morceaux, hein. Tu dis quelquefois c'était une semaine par an. C'est une semaine ou 2 à la fois, tu vois, j'ai fait... Tu vois,
je suis pas allé aux États-Unis plus de 5 fois de ma vie, et je suis pas allé en dehors de New York. C'est ça, je suis pas... tu vois. Donc, ouais, et tu le dis même. Mais tu penses vraiment dans cette distinction, parce que tu vois, dans un morceau, tu dis a week out in Brooklyn is chill, but Paris is better, you feel, tu vois. Ouais. Paris, pour toi, c'est vraiment... Bah, après, tu connais peut-être un peu plus, mais tu te sens mieux où quand t'es entre Paris, New York, Paris, quand même, un peu plus? Paris, ouais. New York, ça suffoque à force, enfin... Il y a des aspects super bien. Moi, j'aime bien sortir la nuit. J'aime bien les commerces sont ouverts la nuit. Il y a des gens partout, tout le temps. Les gens, ils sont plus ouverts. Tu demandes une question à quelqu'un dans la rue. Soit il va te dire, genre, hard, genre, va te faire enculer à l'américaine. Soit il va te répondre, il va te prendre dans les bras, tu vois. Mais quoi qu'il arrive, il y aura plus de caractère qu'un Français qui va t'ignorer. Mais totalement, tu vois. Ouais, mais c'est un truc... Ouais, moi j'ai eu l'expérience, je te dis, je suis à New York, je suis à Miami, je rencontre un mec et il m'invite carrément à New York, tu vois, alors que je le connais depuis 20 minutes, tu vois, donc moi je fly à New York, tu vois, et je t'ai raconté cette histoire où je rencontre des gens dans la rue et je demande où est un magasin, tu vois, et c'était des Françaises, tu vois, et les filles m'ont pas répondu. Donc elles m'ont dit limite, tu vois. Qu'est-ce que tu veux. Alors que je me suis dit, il y a un problème. Et après, c'est vrai que quand on s'est vu dans le magasin, j'ai vu que c'était des Françaises. Donc, tu vois, ça décrit exactement ce que tu dis. Tu vois, culturellement, on est sur des choses qui sont totalement différentes, tu vois. Donc, c'est vrai qu'en termes d'intégration, je pense que oui, à New York, à Brooklyn, tu n'auras aucun mal à pouvoir t'intégrer facilement sur cette scène-là et pourquoi pas développer des choses là-bas. C'est dans l'option, ça, de viser aussi... rester sur place et puis travailler avec des artistes locaux là-bas. À New York. Il y a cette idée-là. Bah moi j'ai l'option. Ma grand-mère elle est à Brooklyn, elle a la maison où toute ma famille a grandi et maintenant il reste plus qu'elle. Et donc il y a la place. Moi je peux y aller quand je veux. On a un peu des contacts à New York, pas trop, mais comme je disais, on commence à travailler sur la sortie US avec l'agence à New York. Et donc grave, le premier truc qu'on leur a dit, c'est James. Il a un logement à New York, tu vois, si j'ai besoin à Brooklyn et je peux y aller, et je suis prêt et j'aimerais bien, même artistiquement, tu vois, m'installer, essayer de sentir la vibe, parce qu'il y a un truc à New York où, surtout quand t'as passé 20 ans en France, quoi, tu vas là-bas à Brooklyn, tu vas dans les quartiers où Biggie a grandi, où Jay-Z a grandi, il y a un truc à limite spirituel, tu vois, c'est la mecque du rap, quoi, du hip-hop. Et tu le sens, tu vois, tu sens que la ville elle a quelque chose de particulier. C'est ça, hein, Adax. Niveau international, James le Prophète à sa place? Mon gars, en réalité, tu vois, on va dire qu'il y a que la France qui met des quotas en fait de langue anglaise, tu vois. Il y a que la France qui fait ça, tu vois. Donc pour moi, tu vois, ça veut dire que on le voit même en fait lorsqu'on regarde en fait nos voisins belges. On a nos voisins belges et tout du côté néerlandophone, mais les mecs rappent en anglais en fait. C'est ça. Tu vois, ça veut dire que pour moi en fait, à partir du moment en fait où il va continuer en fait à développer sa carrière. C'est-à-dire qu'il va commencer à tourner facilement en Hollande, il va tourner en fait en Belgique, en Allemagne il sera accueilli, en Europe de l'Est il sera accueilli, en Croatie tous ces trucs-là il sera accueilli. À partir du moment en fait il fait tous ces trucs-là, mais mon gars il est international. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, en vrai, tu sais quoi, ça veut dire que moi je pense que nous, on a la mauvaise vision du truc parce qu'en fait on vit dans un cas particulier. On vit dans un cas particulier, ça veut dire que la France, tu vois, c'est un pays qui a une grande histoire et qui a une grandeur et qui cherche continuellement en fait à pouvoir en vérité garder son standing. Or qu'en réalité le monde évolue, tu vois. C'est pas pour rien en vérité qu'il y a eu tous ces trucs de quotas. Moi c'est comme ça que je vois la chose. Même si derrière, tu vois, on sent que la France s'exporte plutôt pas mal, hein, tu vois. Par exemple, tu prends une artiste comme Aya Nakamura qui est jouée dans tous les pays. Elle a été numéro 1 dans des pays comme l'Hollande. Moi, j'étais au Portugal, je suis sur la plage, j'entends ça. Tu vois, donc c'est vrai que même aux États-Unis, tu vois, quand on invite des gens à Coachella, tu sens quand même qu'il y a quand même une poussée franco-française sur le côté. Et le rap francophone, tu vois, on a fait des interviews avec Easy S aussi, tu vois, au Canada, où il pense que lui, le Canada sera la nouvelle place, tu vois, rap français, parce qu'il y a la Belgique. Il faut que ça tourne, il n'y a pas de problème. Exactement, c'est ça qu'il dit, c'est que ça tourne. Donc quand même, la France a quand même cette facilité d'exportation aussi, de s'imposer aussi. Tu me l'as dit aussi en Allemagne, hein. C'est toi qui me disais que en fait, le truc qui est là, quand je parle en vérité de la complexité, ou du moins la singularité franco-française, c'est qu'en gros, les Français vivent en vérité un petit peu comme si en fait on est les seuls à pouvoir exporter, mais on n'importe pas. En fait, tu vois, c'est ça le truc. On n'importe pas. On parle de pays en vérité qui, eux, en vérité, s'ouvrent à ça. La France a fait des lois pour que, on puisse dire, s'il y a autant de trucs... Tu vois ce que je veux dire? Protectionnisme. On était à l'école pendant la loi Toubon, non? On voulait même nous interdire de dire sandwich. Tu te rappelles? On pouvait plus dire week-end. Mais pendant une année, ça s'est passé comme ça. On nous disait à l'école, vous dites fin de semaine. Si tu veux dire sandwich, tu dis pain composé de. Tu te rends compte? Ils ont fait une loi dessus. Donc nous, en fait, je pense réellement que en fait, notre vision
entre guillemets, de la carrière qu'il pourrait avoir, justement, en fait, elle est en fait dans cet entonnoir-là. Ouais. Parce qu'en fait, on vit dans un monde ou dans un pays dans lequel, en fait, c'est une singularité. Ouais. Les autres ouvrent et nous, en vérité, on ferme parce qu'on cherche à ce que la France puisse rester ce qu'elle était. Je pense que c'est ça, moi. Non, c'est super pertinent. Tu vois. Ça, c'est vrai. Et puis, il y a un truc, même la consommation du rap en France, c'est... Même, il y a beaucoup de trucs de base. L'anglais en France, les Français, ils parlent pas bien anglais. Il y a ce truc-là. De base, la culture française, elle est... centralisé et c'est français et il y a tellement d'art de culture française que les Français ils ont pas besoin d'aller écouter du rap US, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de trucs où et là où je suis, c'est dommage qu'ils mettent les quotas. Honnêtement, les trucs comme ça je comprends pas, tu vois, ça m'est totalement étranger dans ma tête. Je comprends pas pourquoi ils feraient ça, mais t'as raison, c'est dans un, comme t'as dit, c'est un entonnoir. C'est un entonnoir. Ils ont cette perception-là du truc. Bon, après, ça a eu du bon. Mais ça a priorisé. Ça fait aujourd'hui que le hip-hop puisse exactement être le numéro 1. Tu vois, donc c'est pour ça qu'on peut pas tout avoir. Et c'est ça. Et du coup, j'anticipe la question en disant, en parlant de rap français, t'écoutes du rap français? T'es grand consommateur de ça? Moi, pas trop. Pas trop. Moi, j'écoute des gars comme Alpha One, mais en vrai, au final... Freeze Corleone aussi, j'ai vu que t'as parlé de Freeze Corleone. En fait, c'est les flows, tu vois, il est trop fort, il kick bien et tout, mais... Et il y a le truc américain. Mais au final, j'écoute pas beaucoup. Kalash Krimi avant le feat. Voilà, c'est ce que j'ai posé comme question. Tu connaissais, t'écoutais, comment ça s'est fait? Vite fait, j'ai écouté son dernier album, Sélection naturelle et tout. Je connaissais un peu son truc, je savais que de base il avait ce truc un peu engagé, même sans choisir, tu vois, il a son héritage de né au Congo, il a fui pendant la guerre civile et tout, et il est albinos et tout, mais ça il a pas choisi, mais il était dans ce truc-là et il a fait un son avec... Sean du GFG il a un couplet, j'ai oublié le nom du son, j'ai écouté ça parce que mon ingé son en fait c'est l'ancien ingé son de Ghetto Fab, toujours de Sean et tout, il a rec les voix de Sean sur l'album de Freeze. Et bref, j'ai écouté ce son, j'ai capté genre Krimi il peut faire ce truc un peu pas conscient mais genre dénonciateur, tout en restant lui-même, tout en restant genre classe, tu vois. Et moi en fait j'ai enregistré dans son studio à Saint-Ouen et on connaît beaucoup de gens, des producteurs et tout en commun, donc j'ai juste proposé. Et Krimi, vu qu'il est indé, il fait un peu ce qu'il veut, il a un niveau de carrière où il choisit à qui il veut feat, et il a kiffé le bail, il a kiffé l'idée, il s'est dit ça peut être intéressant pour lui et tout, donc il l'a fait sans se poser de questions, et genre après il m'a donné beaucoup de force, tu vois, il m'a dit dès qu'il s'agit de faire de la promo, il est chaud pour venir avec moi, même faire des télés, tu vois. Ça après ça a amené à un autre truc où les télés veulent pas de calage criminel. Et ça, tu vois, voilà, j'allais poser la question parce que tu vois, il veut t'accompagner sur la promo, toi t'as une promo, une visibilité. On l'a pas vu avec. Mais c'est clair, tu vois. Et c'est vrai que la description et la couverture médiatique, elle est tout autre. Tu vois bien que le traitement médiatique de James the Prophet, il est pas assimilé. Pour moi, il s'apparente pas à du rap, il s'apparente plus à un truc comme Eddie De Pretto, tu vois, un peu, on est plus sur ça, c'est alternatif. On est vraiment sur un truc alternatif avec une hype autour qui est moins associée au mais en vrai, mais en fait, qui est-ce qu'il met en vérité dans le courant alternatif? Lui, ce qu'il fait en vérité, c'est du rap. C'est pour ça que c'est une situation drôle, tu vois. Tu vois, qui est-ce qu'il met en alternatif, en fait? Ouais, mais quand tu chantes, en même temps quand tu fais un live de The Truth, tu vois, sur scène, tu vois. Non, il y a un truc un peu musicien. On est d'accord, tu vois. Tu vois, avec un groupe derrière, t'as le gars... On est quand même sur un truc où mon gars, enfin nous on connaît forcément parce que pour les gens qui regardent ça qui changent. Je vais te prendre un exemple, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça veut dire que si on devait prendre en fait, je sais pas, les années 2000, bien 90, fin 90 et tout, quand tu prends The Roots, c'est alternatif. The Roots, ouais, totalement. Pour moi, c'est pas alternatif, The Roots en fait. Aux États-Unis ou ici? Non mais en fait, pour moi en général. Tu vois, c'est ça le truc. Pour moi, c'est alternatif. Pour toi, The Roots, c'est alternatif. Non, en fait, c'est joué, mais c'est du rap, mec. C'est du rap, mec. C'est juste joué. En fait, il y a une dimension qui est différente parce qu'il y a beaucoup de live. Ouais, mais tu vois, c'est des trucs joués, mais c'est du rap, mec. Oui, mais parce que là-bas, ils ont une culture comme ça. Quand tu regardes Tiny Desk, tu vois, t'as des choses comme ça. C'est fréquent, tu vois, aux États-Unis, cette culture de. C'est alternatif. Entre 3000, tu vois. Mon gars forcément, tu vois, c'est pas non plus que tout le monde. Attends. Clairement, dans ton entourage, des gens qui connaissent Outkast, il y en a peu, tu vois. The Love Below, tu vois l'album, moi c'est l'un des meilleurs albums. J'en parle aux gens. Personne connaît, c'est une dinguerie, c'est une tuerie, tu vois. Les gens ne savent pas, mais c'est ça. C'est qu'en vérité, tout Atlanta, si Atlanta est comme ça, s'il y a des Young Thug, des trucs... Mais André 3000 a été classé parmi les meilleurs rappeurs. C'est meilleurs André 3000 et c'est Outkast, tu vois. Ah, c'est ça. Tu vois.
C'est l'héritage en vérité de tous ces trucs-là, tu vois, ces trucs-là. Tu vois. Non, mais c'est clair. Mais de l'autre côté, si tu veux, la question elle se pose, tu vois, parce que entre ce qu'on nous sert toute la journée, ça ressemble pas, ça s'apparente pas à aux artistes dont on parle là. Tu vois. Mais c'est pour ça, moi, en fait, il y a une question en fait que je me pose, ça veut dire que justement, lorsqu'on commence à mettre un courant en disant tout, ça c'est du rap et ça c'est l'alternative. En fait, c'est sous quel prisme? Moi, pour moi, le c'est prisme la massification qui fait la différence. Ou bien le prisme français, oui, tu vois la massification, tu vois. Si tu entends le son toute la journée et que, tu vois, c'est la tendance actuelle, forcément, après, c'est comme je te dirais, une vérité, c'est pas parce qu'elle est dite plus forte que c'est une vérité. Mais en tout cas, quand il y a du monde qui écoute ça sur la tendance actuelle, hein, sans porter préjudice à ceux qui font de la Zumba ou autre, c'est ce qui se dit. On sait que c'est typiquement les formats qui fonctionnent, tu vois. Et si tu veux te lancer, si tu as envie de faire un truc commercial, que tu avais une option, une envie de se dire, allez, j'ai envie de faire ça, pour marcher, mais tu sais quelle formule plus ou moins faire aujourd'hui, tu vois. Faut pas se mentir, hein, c'est pas tous les artistes qui peuvent passer dans les gros médias. Mais non. Oui, non, mais ça c'est ça. Et c'est pour ça que je te dis, James the Prophet qui a fait... Attends, clairement, on va être honnête. Je veux dire, moi, les rappeurs qu'on a reçus, il n'y en a aucun qui a fait les médias que toi t'as fait. Non, bien sûr. Pourtant, ils ont vendu beaucoup plus de CD, des platines, etc. Ils n'ont pas fait ce que t'as fait. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont pas été à Quotidien, t'étais chez Quotidien. C'est la combinaison de tous les facteurs, tu vois. Il y a le truc où de base je suis blanc, il y a le truc où je parle bien, comme t'as dit, je suis un peu précoce, un peu mature et tout. Il y a le truc où je rappe en anglais, attends, je passe à la télé, ils me citent, ils disent motherfucker à la télé française et tout. Et moi, quand j'étais petit, ma mère, elle aurait éteint la télé, elle m'aurait couvert les oreilles, tu vois. C'est des gros mots. Et juste parce que c'est en anglais, ils captent pas ce que je dis. Ça, en fait. Mais en fait, je suis en train de parler de bœufs, je suis en train de parler de putes et de trucs, tu vois. Je me suis dit, putain, à la fin, tu vois, du live, motherfucker. Et je regardais, je faisais, putain, tu vois. Et ils ont ce détachement, et du coup, ça passe. C'est ça aussi. Même aux États-Unis, ils me laisseraient pas sur Jimmy Fallon, ce serait tout censurisé. C'est parce qu'ils comprennent pas. J'aurais changé le texte. Mais c'est ça, en fait. Et c'est vrai que moi, tu vois, en entendant, je me suis dit, ah ouais, quand même, ouais, tu vois. Même à un moment donné, tu parles, oui, tout ça, etc. Donc, quand même, tu vois, on se dit, bon. Ok, tu vois, mais ça passe, ça glisse, tu vois. Le son est bon, la mélodie est bonne. Il a réussi à sauter la barre de tu vois, sur scène avec la casquette, les lunettes. Tu avais vraiment un look, voilà, premier de la classe, il est arrivé sur Skyrock, et totalement différent des gens qui étaient dans le studio. Tu vois, il y avait une rupture quand même, tu vois. Ça revient au label, tu vois, il y avait vraiment une rupture. Donc tout ça, ça en joue aussi. Et ça fait partie du personnage. Et après, pourquoi pas l'utiliser à bon escient. Bien sûr. Tu vois, donc je pense que c'est ça aussi. Non, mais c'est ça, hein. Donc chacun son jeu. Donc tu penses aussi que la couleur de peau, si ça joue? Parce que tu dis oui. À la télé, de ouf. Oui, parce que je suis blanc. À la télé, de ouf. Ok. De ouf. Bah, peut-être que je généralise sur d'autres facteurs, tu vois, mais globalement, de ouf. Il y a un truc où, c'est même statistique, genre, c'est juste, ça se voit, hein. Je suis le premier et moi, ça me fait chier en plus. Et le truc qui me fait chier aussi, c'est peut-être moins couleur de peau, mais tu vois, j'ai un album avec 10 titres. Je passe à la télé, on fait une courte interview de 5 minutes. Ils vont pas parler de mon feat avec Kalash Criminel. Non. Okay. Alors que c'est le truc qui porte l'album. J'ai fait 3 interviews, je crois, je vais pas citer les noms, tu vois, mais des 5 dernières interviews sur les grosses télés que j'ai faites, il y en a peut-être une où ils ont dit, le feat avec Kalash Criminel. Et voilà. Ils veulent même pas en parler. Moi, j'ai des propositions, tu vois, de télé. À chaque fois, on dit, on prend Crimi avec. Crimi, il est chaud. Tout le monde, et eux, c'est genre en mode, non, on peut pas vendre Kalash Criminel, c'est trop violent. Les gens, ils aiment pas ça et tout, tu vois. À un moment, ils sont débiles, tu vois. Alors que c'est le titre qui porte le truc, hein, 500 millions à moi. Tu vois, je veux dire, ça a quand même porté le truc et donné une dimension autre au projet. Donc après, il y a des réalités, bien sûr, sociétales françaises, de ouf, clairement. qui sont anciennes. Et chez France Télévisions, de ouf, tu vois, dans la télé française, de ouf. Donc c'est encore ce genre de code. Oui, je pense. Ils vont voir un albinos cagoulé arriver. Après. Non, mais parlons bien. Vous vous rappelez et tout Independenza de IAM lorsqu'ils sont venus cagoulés en vérité comme comment s'appelait ce groupe à l'ancienne là, comme le TA. Ah oui, c'était à l'époque où il y avait beaucoup de trucs des basques et tout. Ils sont venus, ils ont fait sur scène le truc Independenza, ils sont arrivés cagoulés. Les gens qui étaient à l'intérieur de la salle, qui ne savaient pas que c'était un show, n'étaient pas prêts. Et ce truc-là, en fait, on a entendu parler. Nous qui sommes dans la culture, quand on a regardé le truc, c'était l'un des meilleurs lives en vérité qu'un groupe français ait fait, en fait. Tu vois ? Mais pour le commun des mortels, les gens qui étaient là, ils se sont dit, mais en fait, on s'est fait agresser à la télé. Non, mais bien sûr. Tu vois ce que je veux dire, tu vois ? Il y a des perceptions, tu vois, des fois, il y a des trucs, c'est compliqué. Non, et c'est pour ça qu'il faut adoucir aussi beaucoup. Je suis beaucoup sur un adoucissement du hip-hop dur où tu as des ambassadeurs comme Kalash Crimi qui représentent un peu la phase un peu dure, tu vois, et qui fait un peu peur aussi aux médias qui connaissent très peu. Alors que quand tu regardes, si tu veux, les chiffres de la SNEP et sur les certifications urbaines, c'est dingue, quoi. Je veux dire, quand tu regardes PNL, Nino, Nekfeu, tout ce qu'ils ont fait en termes de vente,
Je veux dire, ils sont en train de tout bousculer, quoi, tu vois. Je veux dire, l'argent qui est généré dans la musique, il en est pour beaucoup autour des musiques dites urbaines, tu vois. Non, c'est ça. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de toi par la suite moi, je suis en train de taffer sur un prochain album déjà. Direct là? Ouais, direct. Moi j'ai pas le temps, tu vois, je me dis j'ai 20 ans, tu vois, déjà tout va vite. Ça me fait chier, mais les gens ils consomment la musique trop vite. Mais ça c'est juste une vérité. Mais je suis sur un prochain album, je suis sur un EP en commun avec mon pote qui est dans le même label, Pab the Kid. Et on est sur le développement aux États-Unis, comme on parlait. J'ai mon feat avec Lord Apex, le rappeur anglais là qui va sortir au mois de juin. Et puis, je travaille sur des feats avec des rappeurs US. Du coup, je suis obligé de viser des gars un peu plus petits parce que aux US, c'est pas pareil. Déjà, c'est moins humain. Et puis, il y a le truc où c'est direct argent. C'est le cash qui part. Ça, c'est dur. Hein. Ils sont sur un autre rapport, hein, tu vois. C'est pas du tout pareil. Hein. Moi, avec Rémi et tout, j'ai demandé, il a dit oui et tout. On n'a jamais parlé d'argent. Il y a un contrat à la fin et tout. Mais tu payes pas le feat, quoi. Aux États-Unis, t'envoies un message à un gars qui a 5000 abonnés. Il dit $500, il te répond genre juste le prix. Il dit pas oui ou non, est-ce que je suis intéressé ou est-ce que ça va matcher. C'est juste l'argent. Donc je taffe sur ça, mais ça va mettre du temps. J'essaie de faire des vraies rencontres. Ça c'est son côté français qui... c'est ça. Non, mais c'est clair, tu vois. C'est vrai que c'est un peu... Et tu te vois aussi faire des feats, beaucoup de feats avec des rappeurs français? Ouais, je pense j'ai pas fini là. Après, faut voir, il y a le truc où il y a des rappeurs français qui sont dans des majors avec une DA assez précise et ils peuvent pas se permettre de faire des feats avec moi. Pour X raisons, tu vois, surtout pour l'aspect anglais en fait. Mais là, je suis en train de taffer, je suis en train de voir qui est chaud. Le feat avec Rémi, ça va être de ouf. Hein. Ça m'a ouvert beaucoup de portes sur le rap français. Et puis, mais moi, j'ai pas fini de feat avec des rappeurs français. Donc, les portes sont ouvertes. Hein. Donc, soit des artistes confirmés ou bien des indés. Ah ouais, moi, à partir du moment que le talent est là. Le talent, et à partir du moment que ça match. Je suis prêt, j'ai beaucoup de temps, je fais ça tout de suite, temps plein musique, j'ai 20 ans, j'habite chez ma mère, je suis prêt à tout, tu vois. Ok, ah, pas de souci. Hein. Donc, un dernier mot, James le Prophète. Quoi dire Écoutez Smino, si vous connaissez pas déjà des bases, Black Swan, album de la décennie. Soyez heureux, en ce moment c'est une période super dure, mais y a le beau temps qui revient, donc restez heureux. Donner de la force aux labels indépendants, aux artistes indépendants et venez me voir à Roubaix le 10 juin. Je viens d'apprendre ça aujourd'hui. Le 10 juin. Ouais, le 10 juin. Le 10 juin à Roubaix. Ok, de toute façon, on passera te voir le 10 juin. Bah, grave, c'est on sera là. Merci. Avec plaisir. Donc, en tout cas, c'est vraiment un plaisir. Hein. C'était vraiment une discussion très intéressante, très enrichissante. Et bonne chance pour la suite. Et je pense que c'est que le début. Bah, j'espère. Merci pour l'invite, ça fait plaisir. Non, pas de problème. Hein. À très bientôt. Salut. Salut.